Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette soirée de sciences, art et culture. Pour la première fois, cette séance sera diffusée en online sur Internet. Et donc je dis bonjour à vous et je dis aussi bonjour à tous les internautes. Voilà, ce soir, c'est un jour exceptionnel parce que nous recevons deux personnalités de cet institut, le directeur général qui est un excellent scientifique et le directeur scientifique qui est un autre très grand scientifique. Et l'idée, c'était de vous présenter la stratégie de recherche en général. Comment est-ce qu'on fait de la recherche? Comment on devient chercheur, en particulier ici? Et deuxièmement, pourquoi les gens viennent ici? Pourquoi on fait de la science mieux ici qu'ailleurs? Alors, je vais appeler le professeur Alexis Brice. Voilà, je vous demande de l'applaudir quand même. Voilà. Assieds-toi. Et maintenant, le docteur Bassem Hassan, qui était jusqu'à aujourd'hui le directeur scientifique et qui dirige un labo très important dans cet institut. Messieurs, salut Bassem. Je m'assois donc au milieu. Et nous avons décidé de conduire cette séance en 3 temps, si vous voulez, brièvement. Puis on posera des questions après, mais après l'enregistrement online. La première partie, je voulais demander à mes deux amis de se présenter brièvement et de montrer un peu leur parcours, pourquoi ils sont devenus chercheurs. Dans une deuxième partie, on parlera de l'ICM, la stratégie à deux, sous forme d'une conversation. Et enfin, on présentera quelques exemples, mais de manière tout à fait amicale et informelle, de recherches particulièrement performantes qui sont faites dans l'ICM. Voilà, j'espère que ça vous convient. Et si ça ne vous convient pas, c'est pareil. Je vais commencer par demander à Alexis, brièvement Alexis, si tu peux nous dire un peu pourquoi tu es ici, comment tu es arrivé ici. C'est compliqué, hein. On va essayer de faire simple. Donc je ne vais pas commencer à la maternelle, mais plutôt pour vous dire que, voilà, comme étudiant en médecine, je me destinais à la neurologie. Et quand on s'intéresse au cerveau, évidemment, on a envie de comprendre comment il fonctionne et puis comment il dysfonctionne dans les maladies. Et donc, c'est une spécialité dans laquelle on s'interroge en permanence et donc pour laquelle on a forcément une attirance pour la recherche et essayer de comprendre comment tout ça se passe. Et pendant que je faisais mes études de neurologie, en partie à la Salpêtrière, en partie avec Yves Agide, à qui je dois tout. Non, j'exagère un peu. N'en rajoute pas, s'il te plaît. En tout cas, qui a contribué à ma formation de neurologue. C'était au moment où de nouvelles technologies apparaissaient, qu'on appelait la biologie moléculaire, qui permettait d'analyser de façon très approfondie, par exemple, le génome, le produit de ce génome, les ARN. Et donc, après m'être formé à ces technologies, je me suis demandé à quoi elles pouvaient servir dans le cadre des maladies du système nerveux. Et c'est là que j'ai pu utiliser ces outils pour approcher des maladies et comprendre leur base génétique par l'analyse du génome de patients. Et ça nous a permis de découvrir les causes de très nombreuses maladies, en particulier des maladies rares, mais aussi quelques formes de maladies plus fréquentes. Donc voilà comment je suis entré dans la science. Et puis ensuite, j'ai participé à d'autres aventures, comme celle de la coordination des neurosciences à l'échelle nationale, ce qui m'a permis d'avoir une vision de ce qui se faisait dans le pays et m'a préparé à prendre cette position de directeur de l'Institut du cerveau. Voilà, mais ça c'est juste un parcours personnel, mais ce qui est intéressant, c'est l'addition des parcours, et c'est pour ça que Bassem va vous dire, il vient d'un background très très différent. Il lui a repassé le ballon, vas-y. Bassem. Bonsoir à tous, à toutes et à tous, online et ici.
D'abord, je m'excusais parce que je ne parle pas super bien français. En plus, il y a l'accent. Donc, voilà. Vous allez m'excuser, mais je vais faire mon mieux. Moi, tout à fait, je viens d'un background très différent. Et en fait, avant d'aller à la science, j'étais très partagé entre philosophie et littérature et sciences, et surtout biologie. Finalement, pour des raisons diverses et variées, j'ai choisi la biologie, puis la biologie moléculaire. Et à un moment donné, pour faire un PhD, un doctorat, je suis décidé d'aller aux États-Unis, où j'ai fait mon PhD, puis mon postdoc. Et encore une fois, pour des raisons diverses et variées, la décision était de venir en Europe pour installer mon premier poste de directeur de recherche, de chef d'équipe. Et c'était à l'époque en Belgique, parce qu'il y avait un institut naissant, un nouvel institut qui cherchait à attirer des jeunes chercheurs des jeunes chercheurs du monde entier, en particulier des États-Unis, pour venir et voilà, faire la recherche avec des moyens assez conséquents. Bon, j'ai dit oui, et donc j'ai passé 15 ans en Belgique comme chef d'équipe. Et en fait, c'était un peu là où j'ai commencé à, encore une fois pour des raisons que je ne vais pas trop détailler, c'était une expérience assez intéressante parce qu'il fallait monter mon équipe, mais en même temps, j'étais confronté à une culture complètement différente de comment on fait la science par rapport à ce que j'avais vécu ou été formé. J'étais formé aux États-Unis. Et donc, j'ai aussi essayé d'ajouter, de prendre un certain niveau de responsabilité qui n'était pas le mien, mais quand même, je voulais faire parce que je trouvais qu'il y a moyen d'améliorer les choses. En fait. Et donc, c'était un peu, petit à petit, une expérience, comment dire, à part, à côté, de diriger les choses sans être directeur de quoi que ce soit, en fait, à l'époque. Bon, bref, après 15 ans en Belgique, voilà, moi j'ai toujours adoré Paris et j'ai décidé de bouger. Et ma décision, c'était cette fois-ci soit Paris, soit New York. J'avais la chance d'avoir des offres à Paris et à New York. Et c'était pas du tout grâce à toi, Yves, voilà, t'es content maintenant. Mais plutôt à Alexis Brice, qui m'a convaincu finalement à venir à l'Institut du cerveau en 2016, où je suis venu comme directeur de recherche à l'INSERM et chef d'équipe à l'Institut. Et en 2019, Alexis m'a proposé de devenir le directeur scientifique de l'Institut et j'ai accepté. Et bon, on a passé 5 merveilleuses années ensemble comme équipe de direction de l'Institut. Et voilà. Voilà le parcours. Et c'est comme ça que cet institut est devenu un des premiers du monde. Voilà. Donc c'est quand même des personnes qui ont joué un rôle fondamental. Mais je me tourne vers Alexis. Avant de parler des concepts, tu peux peut-être décrire quand même cet ICM, quand même, parce que c'est une structure qui est considérable. Oui, je crois que c'est important effectivement de revenir un peu sur la genèse de l'Institut, parce que des instituts de neurosciences, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais il y en a quand même des centaines dans le monde. Donc comment construire à partir de zéro ou presque un institut qui va rapidement avoir un impact sur la recherche sur le cerveau? Bien, je crois que là, c'est vraiment les idées qui sont venues des fondateurs de l'Institut, avec une très très forte ambition, celle de faire des découvertes vraiment importantes dans le domaine du cerveau et de ses pathologies, avec donc en se posant la question de comment faire un institut qui serait armé pour réussir à faire ces avancées.
Eh bien, la réponse, c'est d'essayer de rassembler en un même lieu, sous le même toit, finalement, quelque chose qui va depuis les patients pour pouvoir comprendre et guérir les maladies, jusqu'à l'entrepreneur pour pouvoir accélérer les applications. Et puis entre les deux, il y a évidemment les chercheurs, tous les médecins-chercheurs de disciplines différentes qui vont travailler ensemble. Alors, dans cette idée, pour que ça marche, il faut évidemment qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties et puis que l'ambition s'affiche aussi, aussi bien chez les chercheurs que chez les entrepreneurs, par exemple. Donc, le point de départ, c'est quand même la qualité de la science, si on veut faire un impact. Donc, recruter des chercheurs de très haut niveau, aussi bien dans les sciences fondamentales que dans ce qu'on appelle les neurosciences translationnelles, qui permettent de traduire des découvertes fondamentales en des applications pour les patients ou vice-versa. Et donc, on a pu recruter des chercheurs comme Bassem, mais il y en a aussi d'autres qui ont contribué à faire la réputation de l'Institut. Il y en a combien de chercheurs ici? Il y a 26 équipes de recherche et environ 130 chercheurs et cliniciens-chercheurs, ce qui est quand même une masse critique assez considérable, et qui sont évalués régulièrement pour la qualité de leurs travaux. Mais tu dis 130, c'est les professionnels de la recherche, mais si j'ai bien compris, dans cet institut, il y a près de 800 personnes, non? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Tu es mal renseigné, Yves. Excuse-moi, parce que nous avons dépassé les 900 personnes. Et donc, tes chiffres datent un peu. C'est les vieux qui sont à la retraite. Donc, la science, c'est absolument important. Et pour faire monter la qualité de la science, il faut recruter en dehors de notre périmètre. Et c'est pour ça qu'on a maintenant beaucoup de scientifiques qui sont étrangers et qui viennent de l'étranger. Il y a un brassage énorme à l'Institut. Et je pense que c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'instituts nationaux. Ensuite, il y a les patients. Et même si certaines équipes ne font que des recherches très fondamentales, d'autres s'intéressent directement aux maladies. Et dans cet environnement de la Pitié-Salpêtrière, il y a effectivement tous les atouts nécessaires, puisqu'il y a une expertise clinique, il y a des patients qui sont très nombreux et qui sont désireux d'aider et de contribuer à faire avancer la recherche. Donc un environnement tout à fait favorable qui va être complété par la qualité des outils technologiques qui sont mis à la disposition des chercheurs, parce que là encore, c'est très important. Plus on est capable d'analyser finement le système nerveux, que ce soit par des IRM à haut champ ou par des outils plus moléculaires, eh bien, plus on repousse les limites de la connaissance, la précision avec laquelle on va répondre à des questions scientifiques, et donc on a besoin de ces outils. Et puis enfin, il y a le côté entrepreneurial avec les startups qui sont hébergées à l'ICM et qui interagissent avec notre environnement. Elles y trouvent les réponses aux questions qu'elles se posent, mais elles permettent aussi finalement de servir d'exemple, et certains des chercheurs franchissent le pas et deviennent eux-mêmes entrepreneurs. Donc c'est vraiment cet écosystème qui fait la force de l'Institut. Et puis, comme on est en France et qu'on vit dans un système un peu complexe, mais on a créé un partenariat public-privé dans lequel la Fondation Institut du Cerveau est le partenaire de 4 agents publics, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, le CNRS, l'INSERM et notre université qui s'appelle Sorbonne Université. Et donc, on essaye de faire en sorte que ce soit le meilleur de chacune des entités, par exemple les chercheurs pour l'INSERM ou le CNRS, et le meilleur de la Fondation qui apporte non seulement des financements, mais aussi une très grande agilité, une réactivité, qui sont ce que cherchent évidemment nos équipes scientifiques.
Je peux dire peut-être un petit mot, comme tu as parlé de l'initiation, je ne peux pas m'empêcher de rappeler quand même que cet institut a été constitué grâce à un groupe de fondateurs, quand même, c'est inespéré. Les premiers qu'on pensait à faire ça, c'était à l'INSERM, dans l'autre siècle. Mais en 2003, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens absolument formidables, comme Gérard Saillant, d'ailleurs, qui est le président du conseil d'administration, qui est un orthopédiste, qui était venu me voir en me disant je veux construire un institut de l'os. J'ai un institut de l'os, je lui ai dit. Mais il m'a dit oui, en fait, ça n'intéresse personne, mais je sais que tu veux construire un institut de neurosciences, donc faisons-le ensemble. Et on a rencontré Jean Todt, Serge Wimbert, Maurice Lévy, Luc Besson, Jean Glavany et d'autres, Lindsay Owen-Jones, David de Rothschild. Tous ces gens-là ont fait une espèce de concentré d'intelligence qui ont réussi à trouver les financements publics, mais les financements privés aussi. Il faut savoir que je crois près d'un bon quart du financement de cet institut, c'est ce qui fait sa force, c'est vous. C'est le fundraising, et ça, c'est grâce aux fondateurs. Plus que ça. 20 millions, hein, au moins plus de 20 millions par an, c'est quand même... Dans tous les domaines, tes chiffres datent, Yves. Vas-y, alors le bon chiffre, c'est quoi? Car c'est actuellement plus du tiers du financement de l'Institut. Je suis content d'être venu, au fond. Ouais. Je te donnerai les détails tout à l'heure, si tu veux. Bon. On peut peut-être préciser certaines choses que tu as dites quand même. Il y a combien de start-up là? Tu as dit il y a des start-up, mais enfin il y en a partout. Des start-up, il y en a combien? Ben, je crois que j'ai eu les chiffres récemment. Il y en a plus d'une centaine qui ont été incubés depuis 2012. Et il y en a une vingtaine en ce moment ici, à l'Institut, parce que ça tourne. Hein. Oui, mais il y en a 20 autres dans un bâtiment à côté. Non, c'est 20 en tout. C'est vrai, c'est 20 oui, en tout? Oui, ah bon, bah alors tu vois, heureusement que tu es là, parce qu'il me contrôle toujours, heureusement, ça va. L'autre idée que je voulais donner, c'était qu'en effet, cet institut, son originalité, c'est de tourner vers les malades. C'est-à-dire que la recherche clinique est très très forte ici. Il paraît qu'on est deuxième du monde, dans le monde, quand même, c'est formidable, en un peu plus de 10 ans. Mais aussi de la recherche très fondamentale, Bassem va en parler. Et ici, il y a au premier étage un centre de recherche clinique, c'est-à-dire que des patients sont examinés, se proposent pour être examinés pour la recherche, pour trouver les mécanismes de leur maladie ou pour trouver surtout des thérapeutiques nouvelles dans ces maladies qui sont, comme vous le savez, source de handicap. Et deuxièmement, bon, l'incubateur, tu en as parlé, c'est bien. Bon, je crois que Bassem, en tant que directeur scientifique, pourrait expliquer un petit peu comment... J'ai décrit le cadre et le concept de départ, mais il faut le faire vivre. Et c'est bien d'avoir un bâtiment, d'avoir des idées, mais il faut arriver à faire prendre la sauce. Comment tu as fait? J'ai pas fait tout seul. Non, mais il y a des éléments assez importants ou importantes. Merci, important, d'accord. D'abord, il y avait toujours cette idée déjà en 2016, en fait, quand je suis venu à l'ICEM, à l'Institut du cerveau. La question, pour moi, fondamentalement, c'était OK, c'est un centre d'excellence en recherche translationnelle, neurologie, etc. C'est déjà parmi neurologie, psychiatrie, neurochirurgie, et toutes les disciplines de notre système nerveux du monde. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la recherche dite fondamentale? De un. De deux, est-ce qu'on voit vraiment ces différents types de recherche comme des silos qui travaillent chacun de son côté pour ses propres raisons et ses propres fins? Et pour moi, si c'était le cas, ce n'aurait pas un endroit attractif. Et justement, pour moi, ce qui était vraiment, vraiment important, c'est de commencer à recruter des relativement jeunes chercheurs, jeunes chefs d'équipe, qui travaillent à la frontière
de la recherche fondamentale et translationnelle sur différents modèles et qui posent des questions qui sont aujourd'hui peut-être pas directement liées à des maladies neurologiques, mais qui vont avoir un impact assez important parce que c'est à travers de la compréhension du cerveau, de son développement, de ses fonctions, de son vieillissement, etc., qu'on peut comprendre d'où viennent ces maladies et les mécanismes pathophysiologiques, c'est-à-dire les mécanismes précis de chaque maladie. Et en fait, l'enjeu, selon moi, en tout cas, à l'époque, surtout fast forward à 2019, quand je suis devenu le directeur scientifique, c'est comment mettre en place ces concepts à l'Institut. On a commencé par les recrutements justement à l'international, par commencer à offrir des dotations assez conséquentes qui montent toujours et qui vont, j'espère, continuer à monter, pour donner la liberté de recherche à chacun et chacune de nos chefs d'équipe et nos chercheurs. Et ça, c'est capital, parce que les découvertes les plus importantes sont exactement les découvertes inattendues. En fait, c'est pour ça qu'on les considère les plus importantes, parce que c'est des découvertes étonnantes. Et si on veut, c'est par définition qu'on ne peut pas prédire ce qui est imprévu. C'est par définition. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est créer le sorte d'environnement qui permet l'émergence des découvertes inespérées ou inattendues. Et le lien entre les chercheurs qui va faire ces types de découvertes avec le médecin juste à côté ou le médecin-chercheur qui va dire « Ah bah tiens, en fait, à partir de cette découverte-là, on peut peut-être commencer à comprendre comment les mécanismes pathologiques peuvent développer. » Et c'est aussi l'inverse. C'est parfois que nos collègues médecins-chercheurs qui viennent dire « Moi, je suis devant une problématique d'une maladie. Est-ce que vous pouvez créer des modèles animaux ou des modèles génétiques pour qu'on comprenne plus comment arrive-t-elle cette maladie ?» Donc, le vrai challenge, c'était d'abord recruter les talents et deuxièmement, créer les outils qui permettent aux chercheurs de faire en toute liberté ce qu'ils veulent faire, ce qui les passionne le plus. Parce que si on n'est pas intéressé par ce qu'on fait comme chercheur, c'est exactement comme les artistes, on n'arrive jamais à produire quelque chose d'étonnant, d'exceptionnel. Donc, et c'est vraiment, c'était ça, en travaillant ensemble avec Alexis, en pensant comment on peut mettre en place les outils importants. Et je crois que en 7 ans, on a réussi à passer, à franchir quand même une cape, de devenir un institut très reconnu aussi pour son recherche fondamentale dans le domaine de neurosciences. Aujourd'hui, on a quasi tous les mois des grands chercheurs du monde entier, de l'Allemagne, des États-Unis, partout, qui nous appellent, qui font des emails en demandant si il y a possibilité qu'ils quittent leur institut pour venir ici, même en absence d'appel d'offres de notre part. Et c'est ça qui, pour moi, marque en fait cette cape franchie d'être un institut pas juste de réputation mondiale connu pour la qualité de sa recherche, mais un endroit attractif où les gens disent j'aimerais bien être chez vous, est-ce qu'il y a moyen que je peux venir. Et ça, est-ce que le fait que ce soit pas loin du quartier latin t'a attiré, toi? Moi, personnellement, oui, absolument. C'était quartier latin qui n'existe plus, en fait, comme quartier intellectuel que par réputation et nostalgie historique. Hein. Aujourd'hui, Saint-Germain-des-Prés, il y a des restos, des cafés.
Non, mais le quartier latin, c'est plutôt le 5e. C'est juste en Ah, d'autre d'accord, côté, pardon. Oui. Pardon. Oui, non, c'est là qu'il y a quand même les universités, les écoles, Non, les bien sûr. lycées, Le etc. Collège de France, Non, mais c'est l'ENS. très bien. Juste, si Voilà. je peux enchérir ce que tu disais, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y a des instituts de biologie moléculaire, il y a des instituts des sciences cognitives, on étudie les fonctions mentales, etc., dans ce pays ou ailleurs. Mais ici, ce qui est assez intéressant, c'est que on commence chez vous, et comme témoin, on a besoin de témoins, mais chez des malades. Et les malades, on commence, c'est les médecins qui voient les malades, qui les réfèrent ici. Les médecins, les malades, on regarde ce qui ne va pas dans leur cerveau. On fait de l'analyse clinique, la sémiologie, on fait de la radio, on fait des IRM, des choses comme ça. Puis ensuite, pas sur les malades, mais sur d'autres modèles, évidemment, on regarde ce qui se passe dans le cerveau des modèles qui reproduisent la maladie. C'est-à-dire de la physiologie, ce qu'on appelle la physiologie, les grands systèmes qui font fonctionner le cerveau. Et puis ensuite, on regarde ce qui se passe au niveau des cellules, de chaque cellule. Et puis ensuite, comme l'a dit Alexis, on regarde dans les cellules qu'est-ce qui se passe et quelles sont les petites anomalies qui sont là. C'est l'intérêt des molécules, donc de la biologie moléculaire. Et même, on va jusqu'à la physico-chimie, bien sûr. Donc il y a un aller-retour permanent entre le malade et des chercheurs très fondamentaux. Vous savez ce qu'il fait, lui ? Il travaille sur les mouches. On va y revenir tout à l'heure. Il va nous dire ce qu'il fait avec les mouches. Voilà. Donc, vous avez des questions à vous poser ou on reparlera de tout cela plus tard si vous le souhaitez. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on aborde peut-être une sorte de troisième partie en disant on va vous donner peut-être quelques exemples de manière très informelle. Vous voyez, c'est très amical et informel. Peut-être quelques exemples de recherches qui sont soit de pointe, soit originales. Vous avez compris, il l'a dit, on ne sait pas ce qu'on va trouver exactement. C'est toujours des questionnements, c'est l'inattendu. Il y a une autre chose aussi, c'est l'interface. On trouve des choses dans des choses qui ne sont pas des choses classiques. C'est entre deux disciplines, c'est là qu'il faut aller. Alors on va donner peut-être quelques exemples. Alexis, peut-être tu peux commencer par donner un exemple. Je te laisse la parole. Oui, moi je voudrais d'abord revenir un peu sur ce qu'a dit Bassem, parce que c'est très important. Tu vas le critiquer aussi, lui ? Ouais, si nécessaire, bien sûr. Mais pour l'instant, il n'a pas dit de contre-vérité. Encore. Donc je peux laisser faire. Mais au contraire, il a dit quelque chose de très important, c'est la liberté du chercheur. On est là en tant que direction d'un institut pour créer les meilleures conditions possibles. On offre aux chercheurs tous les possibles d'aujourd'hui. Et puis c'est aux chercheurs d'être capables d'utiliser au mieux ces outils, ces moyens qui sont mis à leur disposition. Et évidemment, le facteur humain, il est essentiel. Il est dans le choix de ces chercheuses et chercheurs qu'on recrute à l'Institut. Mais ensuite, c'est vraiment carte blanche. Et je crois qu'il faut vraiment accepter d'investir sur des personnes à long terme, sur leurs idées. Et comment tu les sélectionnes, Alexis ? Alors bon, ça, la sélection, on a bien réglé cette question puisque maintenant on est hyper attractif et donc ça nous permet, avec notre Scientific Advisory Board, de choisir les chercheurs les plus prometteurs, ceux qui ont les idées qui paraissent les plus originales. Tu peux donner l'exemple. J'ai appris que vous aviez recruté l'année dernière 3 équipes et qu'il y a eu je ne sais plus combien de personnes qui ont postulé pour ça. Oui, au dernier exemple. appel d'offres pour de nouvelles équipes, 2 viennent de nous rejoindre d'ailleurs, effectivement, dont l'une travaillant aussi sur la mouche, la drosophile. Mais surtout, on a été inondé d'applications, plus de 250. Et donc ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et surtout, ce n'est pas 250 applications moyennes, c'était des gens tout à fait de très bon niveau, voire exceptionnels, et qui venaient du monde entier. Donc, on le sait maintenant, l'Institut du cerveau est internationalement attractif. Mais pour revenir à ces chercheurs, on leur donne toutes les conditions, mais en plus, on fait quelque chose, c'est qu'on va leur donner des outils pour qu'ils puissent explorer ensemble de nouvelles pistes.
hein, et on a des appels d'offres spéciaux pour faire travailler des chercheurs de disciplines différentes, parce qu'il y a une très grande diversité des approches ici, qui vont se poser des questions. Et Bassem a été un bénéficiaire d'un de ces projets pour justement travailler entre la drosophile et les neurosciences cognitives. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, ça a marché ou pas? Ça a très bien marché, ouais, ça a très bien marché. Et le papier vient de sortir il y a quelques mois. On a en fait découvert que les mouches de vinaigre, les drosophiles, ils ont un sens de comptage, pas comptage exactement, mais un sens de nombre des choses. Ils peuvent estimer le nombre des objets qu'ils regardent. Et l'importance de ça, et c'est vrai chez les abeilles, etc., mais l'importance d'écrire ça chez les drosos, par exemple, c'est que, en fait, c'est un des modèles où on peut interroger quels neurones exactement sont requis pour cette capacité. Et c'est une capacité universelle, c'est-à-dire, évidemment, nous, les humains, on peut estimer le nombre des objets dans un set des objets, mais c'est vrai, comme j'ai dit, pour tous les animaux, les insectes, pareil, mais on connaît quasi rien sur les bases cérébrales de cette capacité conservée et hyper importante cognitivement parlant. Et donc c'est à partir de cette recherche-là qu'on peut commencer à décrire les mécanismes cérébraux derrière cette capacité cognitive très, très importante. Et c'était une idée proposée par mon collègue Laurent Cohen qui m'a dit un jour, on prenait une bière, il m'a dit Bassem, est-ce que les mouches savent compter? Et voilà, j'avais exactement cette réaction, je commençais à rire. Et puis c'était une question qui m'a pas tombé du cerveau, d'esprit. Et puis, mais en fait, il y a plusieurs exemples de ces BBT, donc les Big Brain Theory, les projets BBT qu'on finance à l'Institut comme pour aider les chercheurs de collaborer sur des questions comme Yves vient de dire, c'est que à la frontière de deux disciplines apparemment non liées, pour faire des découvertes complètement inattendues et ça nous arrive maintenant quasi régulièrement en plus. C'est vraiment Il faut dire que Laurent Cohen est un bon spécialiste de ça chez l'homme. Chez l'homme, c'est la région pariétale. Ils ont fait des études magnifiques avec bien sûr frontale aussi, mais ce qui s'allume chez les mathématiciens, les travaux de Stanislas Dehaene, c'est la région pariétale, aussi le frontal, puisque le frontal synthétise tout. Et évidemment, les mathématiciens ont des capacités qui sont différentes des mouches. On en reparlera. Mais je pense que c'est important de voir que l'Institut, c'est pas simplement la somme des chercheurs d'excellente qualité qui le constituent. Il y a vraiment à l'Institut du cerveau une âme, je dirais, et donc cette capacité à faire travailler ensemble des chercheurs sur des idées complètement nouvelles qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et aujourd'hui, on est à un stade de développement où on va encore plus loin. C'est pas seulement 2 chercheurs qui vont travailler autour d'une idée, mais c'est lancer des grands programmes qui vont concerner des chercheurs dans plusieurs équipes qui vont mettre leurs forces ensemble pour un projet d'envergure. Et ça, je pense que dans quelques années, ça va être la marque aussi de l'Institut du cerveau. Voilà, je suis heureux que tu aies utilisé le mot âme. Je ne savais pas que tu étais spiritualiste à ce point-là. On a un directeur général spiritualiste, c'est très bien. Bon, est-ce que tu peux, ou l'un ou l'autre, donner... on a eu un exemple qui est vraiment fascinant. Hein. Est-ce que tu peux donner un exemple de ton côté ou d'autres? L'idée, c'est de donner un exemple qui permette de voir l'originalité des travaux qui sont faits à l'Institut du cerveau. Et donc...
vous connaissez tous les maladies neurodégénératives, qui sont un des maux du XXIe siècle, qui sont liées à l'âge et donc dont la prévalence augmente avec le vieillissement de la population. Alzheimer, Parkinson et puis beaucoup de maladies rares. Et ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est que ces maladies se manifestent à un stade où il y a déjà une dégénérescence, maladie neurodégénérative. Donc il y a des neurones, des systèmes de neurones qui dégénèrent. Et cette dégénérescence, elle est avancée au moment où les symptômes, les signes cliniques apparaissent, puisque jusque-là, il y a eu une compensation. Il y a des mécanismes compensatoires qui permettent de préserver la fonction. Eh bien, ça a généré évidemment des questions en se demandant mais quand est-ce que la maladie commence réellement? Et puis on a commencé à faire des analyses chez des sujets à risque pour voir ce qui se passait. On s'est rendu compte qu'effectivement, quelquefois 10 ans, voire même 20 ans avant, on peut trouver des anomalies en utilisant des outils d'imagerie cérébrale comme l'IRM. Et puis, on a fait un bond grâce aux travaux de Sandrine Imbert et Alexandra Dur, qui ont montré que ce n'est pas 10 ou 20 ans avant, mais dans certaines maladies, c'est dès le développement embryonnaire qu'il se met en place des anomalies qu'on peut détecter, qui sont complètement compensées, c'est-à-dire que le développement de l'enfant, sa naissance et tout ça vont être normaux, mais il y a dès le départ comme une susceptibilité de certains neurones qui va être compensée pendant un certain temps et puis à un moment, le phénomène de compensation sera plus assez fort et la maladie va se manifester. Et donc ça, c'est un concept vraiment important parce que ça change complètement la façon dont on voit les maladies neurodégénératives et aussi peut-être la façon dont on va pouvoir les traiter. Parce qu'une fois que ces processus sont enclenchés, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on va pouvoir les réverser? Et évidemment, tout ça, ce sont de grandes inconnues. Alors, ce qui nous donne un petit peu espoir, c'est des travaux qu'elles ont réalisés chez la souris, qui montrent qu'au cours du développement précoce, au moment où ces anomalies sont présentes, il y a des phases critiques dans lesquelles on peut corriger ces anomalies et ça va prévenir l'apparition de la maladie à un stade tardif, au moment où elle va se manifester si on n'intervient pas. Et donc là, on a la capacité, si on comprend ce qui se passe, si on transpose évidemment chez l'homme, futur patient, si on transpose ça, on serait peut-être capable d'intervenir au bon moment avec la bonne molécule pour prévenir l'apparition de cette maladie. Autrement dit, si je comprends bien, certaines maladies qu'on voit au grand âge, par exemple, en fait, elles étaient là déjà au moment de la conception, pendant la grossesse. La prédisposition est probablement déjà là. Et justement, quand on vient de dire Alexis, une question qu'on a commencé à poser, est-ce que c'est précisément dans le cas de la maladie Huntington, où les travaux de Sandrine et Alexandra étaient faits, ou est-ce que c'est une règle plus généralisée et avec par exemple Philippe Ravassar, Marie-Claude Potier et d'autres chercheurs de l'Institut, y compris Laila Al-Khattabi, etc., dans mon équipe, plusieurs chercheurs commençaient à regarder dans le cas de maladie Alzheimer, par exemple. Et là, on voit la même chose. On voit qu'il y a probablement des défauts, entre guillemets, d'origine embryonnaire, chez les modèles, en tout cas, de ces maladies-là. C'est-à-dire que la prédisposition de développer ces maladies, en tout cas les formes génétiques, comme est le cas de Huntington, est présent de la naissance, des naissances. Et donc, aujourd'hui, on est à l'Institut capable de commencer à poser les mêmes questions sur Parkinson, sur d'autres types de maladies. Et puis, le vrai challenge, c'est de comprendre, en fait, est-ce qu'il y a un lien direct
entre entre guillemets, encore une fois, les défauts présomptifs de développement potentiellement présents chez ces patients futurs et l'apparence de la dégénérescence et les mécanismes. Est-ce que c'est une fil rouge de pathophysiologie, ou est-ce qu'il y a des étapes différentes où les mêmes mécanismes vont jouer des rôles différents? Et finalement, est-ce qu'on sera capable, dans une future relativement proche, peut-être en 10 ans, de commencer à diagnostiquer la susceptibilité pour certaines maladies neurodégénératives, déjà chez les enfants et les ados, pour commencer des actions préventives, on va dire, pour aider ces gens à... Un traitement préventif. Traitement peut-être, mais déjà prévention pour aider les gens à risque de mieux vivre leur âge plus avancé. Il faut peut-être distinguer bien, parce que vous avez entendu 2 types de maladies. La maladie de Huntington, c'est une maladie terrible avec des mouvements anormaux et des troubles cognitifs qui aboutissent à une véritable démence. Mais cette maladie est liée à une mutation, une seule. Tandis que les maladies auxquelles on peut dire, là, il y a vraiment la mutation, elle existe là, elle va donner la maladie. Tandis que les maladies auxquelles tu fais référence, comme la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc ne croyez pas que tout le monde va se poser la question de mais j'ai peut-être une maladie d'Alzheimer qui existe depuis que j'étais bébé. Non, pas encore, on n'en est pas là. Mais l'idée qu'il y ait des facteurs de prédisposition, des facteurs de susceptibilité, comme tu l'as dit, est vraiment très, très intéressant. Moi, je le dis franchement, c'est vraiment un concept, ça. C'est un concept qui est né ici, par exemple. Bon. Tu veux renchérir? Je veux renchérir, oui. Un mot juste par rapport à ça. Vous avez compris qu'il y a des modèles expérimentaux sur lesquels on s'appuie, mais également chez des sujets sains ou des patients. Et dans le contexte de ces grands projets qu'on est en train de mettre en place, on est en train de créer une cohorte de sujets à très fort risque de développer des maladies neurodégénératives. Et là, pas une maladie, mais 5 ou 6 maladies neurodégénératives, en repérant des individus à très fort risque et en les suivant année après année pour voir ce qui dysfonctionne. Et donc, on va étudier de très nombreux aspects de ces maladies pour permettre de dire à partir de quel moment on peut observer dans telle structure, tel type d'anomalie, et de pouvoir comprendre l'enchaînement des processus qui va amener à la manifestation de la maladie. Et donc on a besoin de connaître ça, parce que c'est ça qui va nous expliciter les mécanismes qui sont en cause, leur temporalité, et évidemment aussi la temporalité de la prévention qu'on pourrait avoir. Donc c'est une cohorte qu'on est en train de construire. Elle va être très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être incluses, qui vont être analysées dans beaucoup de détails et sur le long terme. Et cette cohorte, elle sera disponible aussi pour la communauté scientifique et je pense qu'elle va à terme servir de référence. Donc voilà, on essaye de combiner à la fois des idées qui sont nées à l'Institut avec des projets d'envergure qui seront menés aussi dans l'Institut. Ce que je trouve, si je me permets, très intéressant, c'est que ce grand projet très clinique est lié en même temps à 2 autres projets qui ont comme objectif de mettre en place des modèles spécifiques humains pour comprendre les mécanismes moléculaires, cellulaires et même subcellulaires de développement du cerveau humain, mais aussi des maladies ou des pathophysiologies de système nerveux humain. Donc, le jour arrivera dans 5 ans, 10 ans, où on va en fait mettre ensemble les données cliniques longitudinales, c'est-à-dire à travers le temps, avec les données fondamentales de la connaissance moléculaire, cellulaire, subcellulaire, des modèles de cerveau humain.
on va dire, tiens, en fait, quand on développe ce parcours de maladie chez l'humain, c'est probablement à cause de ce type de pathophysiologie moléculaire. Et on va essayer de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs et les mettre ensemble, etc. Donc, encore une fois, l'idée fondamentale de cet institut, c'est synergie et synthèse. Comment partir des voies différentes, des origines différentes, des idées différentes pour arriver à une grande synthèse qui va nous donner des avancées conceptuelles, comme tu viens de dire, la naissance d'un concept lié au développement et dégénérescence, des avancées conceptuelles, mais qui ont aussi des applications potentielles cliniques et j'espère un jour, parce que ça, même au-delà. Si je résume votre pensée à tous les deux, c'est-à-dire c'est de détecter les maladies avant qu'elles s'expriment cliniquement. Exactement. Bon. Et détecter aussi les potentiels mécanismes pathophysiologiques qui peuvent donner les différents types de maladies. Donc, trouver des cibles pharmacologiques. Donc, trouver la cible. Qu'est-ce qui fonctionne mal dans le cerveau? Et là, de mettre en œuvre, par exemple, des chimistes, des gens comme ça, pour essayer de trouver le médicament qui va réparer ou qui va stopper le système qui fonctionne mal dans les cellules. On peut aller aussi plus loin que ça en disant, mon rêve à moi, en tout cas, c'est de dire un jour, mais je rêve tout le temps, un jour, bien sûr, ce sera énorme de trouver des molécules pharmaceutiques pour traiter les gens, mais un jour, en comprenant en fait les mécanismes pathophysiologiques, est-ce qu'il y a moyen, par la prévention, de dire qu'un changement de mode de vie, changement de type d'activité, changement d'intervention très précoce améliorerait le outcome clinique. Retardera la maladie, retardera la maladie jusqu'à un âge que la maladie arrivera même après la fin de vie. À 120 ans, par exemple. Et donc ça c'est pour moi, c'est le rêve, parce que conceptuellement, fondamentalement, moi je vois la maladie comme l'absence de la santé. La maladie n'est pas quelque chose qui arrive de outer space, qui nous envahit. C'est en fait, c'est l'incapacité de notre organisme à continuer à être en état de santé. Donc c'est fondamentalement quelque chose qui est mécanistiquement lié à notre capacité d'homéostasie. Et c'est pour ça que moi je trouve cette synthèse des données cliniques, des données fondamentales est très importante pour changer la façon dont on pense à c'est quoi une maladie et comment le traiter. Voilà. Mais ça, c'est dans un avenir assez lointain. C'est pour ça aussi que le concept de compensation, de réserve est très important, parce que c'est ça qui permet d'amortir. Réserve, c'est quoi, tu veux dire? C'est le fait qu'on a beau perdre des neurones, avoir un dysfonctionnement qui évolue lentement mais sûrement, c'est des années après le début de cette dysfonction que va se manifester la maladie, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et donc, il y a des phénomènes compensatoires qui font que pendant des années, on se rend compte de... Ça veut dire qu'il y a une partie du cerveau qui peut compenser tout ça, qui fonctionne bien. Absolument, il y a suffisamment de redondance, et c'est l'homéostasie qui est conservée globalement. Et donc, on peut essayer peut-être de trouver d'autres approches pour traiter et renforcer cette compensation. Merci, Alex. Voilà. Et évidemment, un autre facteur crucial, ce sera le moment où on applique le traitement, le moment où on le commence. Mais bon, tout ça est à venir. Bon, voilà un très bel exemple, vous avez vu, polydisciplinaire, avec des problèmes cliniques aigus pour les médecins, comment prendre en charge des malades. Par exemple, que dans une sclérose latérale amyotrophique, il y a des gens qui travaillent sur cette maladie épouvantable, on n'a aucun moyen de l'arrêter. Alors je fais une petite parenthèse, vous avez parlé de la neurodégénérescence, mais le vieillissement cérébral, bon,
Quand on a 120 ans, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, ils n'ont pas un raisonnement abstrait particulièrement aigu, hein, en moyenne. Mon expérience, je n'ai jamais rencontré Madame Calment, mais enfin quand même. Donc la question du vieillissement est aussi considérable. Je rappelle pour ce sujet-là qu'on ne sait pas ralentir les maladies neurodégénératives aujourd'hui, pas du tout, mais on ne sait pas ralentir le moindre vieillissement, pas seulement du cerveau, même le ralentissement d'un cheveu. Par exemple, mon voisin de droite a quelques cheveux blancs, là, très peu, on en voit. Là. Ça lui va pas mal d'ailleurs. Formant à toi. Hein. Si, moi c'est pareil. C'est vrai, mais moi j'ai pas ce problème. Hein. J'avais. Il n'y a rien. J'ai fait une gaffe, pardon. Eh bien, on ne sait pas ralentir le vieilli. On ne sait pas pourquoi un cheveu vieillit. C'est quand même extraordinaire. C'est simple, un cheveu. Donc on a un énorme problème qui dépasse, si vous voulez, le problème de la maladie de machin ou la maladie de truc. C'est un grand problème, en plus un problème éthique. Bon, on va peut-être... C'est important, mais on va quand même rester sur le cerveau, si tu veux bien. Oui, il devient impertinent avec l'âge, c'est terrible. Tu peux donner peut-être, ou vous voulez donner quand même un autre exemple. Est-ce que vous avez envie de donner... Tu voulais parler de recherche clinique, Yves? C'est Parce à que toi, tu as donné... Tu as pratiqué beaucoup. Non, mais ça va, c'est vous qui parlez. Moi, je parle toute la journée, tout le temps, maintenant, à vous. Hein. Ça suffit. Je peux donner un exemple, parce que d'une étude qui est en cours et qui est pilotée par Catherine Lubetsky. Et ce qui est intéressant dans cette étude, qui concerne la sclérose en plaques, c'est que le point de départ, ce sont des expériences qui sont faites in vitro sur la myélinisation. Donc la capacité de certaines cellules du cerveau, qu'on appelle les oligodendrocytes, de fabriquer de la myéline qui va s'enrouler autour des nerfs. Tu peux peut-être préciser ce que c'est que la myéline exactement? Ah oui. La myéline, c'est une substance protectrice, en quelque sorte, qui enveloppe les axones et permet, de renforcer leur structure, leur santé, et deux, de conduire l'influx nerveux beaucoup plus rapidement. Et donc, sans myéline, les nerfs conduisent leur influx nerveux de façon très ralentie et en plus peuvent dégénérer parce qu'ils sont sensibles aux agressions. Et donc, in vitro, dans des modèles de culture entre ces cellules myélinisantes et des neurones, elle a montré que l'activité électrique était un facteur clé de la myélinisation. Et dans la sclérose en plaques, l'anomalie, c'est qu'il y a une inflammation. Cette inflammation va provoquer des lésions de la myéline. Elle va en particulier s'attaquer aux cellules qui produisent la myéline. Et donc, la maladie est due à ces crises d'inflammation aiguë, qui ensuite, quand il y a récupération, il peut y avoir remyélinisation. Mais la remyélinisation, elle ne se fait pas toujours, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a des situations dans lesquelles la maladie ne récupère pas, enfin les symptômes ne récupèrent pas parce qu'il n'y a pas de remyélinisation. Donc elle s'est dit, mais si cette activité électrique est un facteur clé pour la remyélinisation, on pourrait essayer de tester cette hypothèse chez les patients. Et donc, comme c'est difficile de stimuler une région précise, elle a pensé à une forme de sclérose en plaques qui atteint le nerf optique. Et donc, elle propose de faire un essai dans lequel des patients vont être stimulés à travers stimulés dans la rétine électriquement pour voir si ça favorise la récupération de ces formes de sclérose en plaques. Donc c'est vraiment une observation purement in vitro qui est transposée là directement sous forme d'une approche thérapeutique nouvelle chez les patients. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Je ne peux pas encore vous le dire. L'étude est en cours, mais ça montre vraiment comment on peut passer de la boîte de pétri, du tube à essai, au patient, avec finalement une approche qui n'est pas médicamenteuse,
mais qui est Il y a prometteuse. l'exemple de kétamine, je pense aussi, pour les maladies certaines troubles psychiatriques. Donc il y a pas mal des essais ou en tout cas des approches expérimentaux directement chez les sujets humains qui... Tu sais que dans le centre de recherche qui est ici, il y a 155 protocoles qui courent en même temps. C'est donc énorme, hein. 150 projets de recherche cliniques qui viennent de la recherche fondamentale. C'est vraiment remarquable. Est-ce que vous voulez peut-être donner un dernier exemple Je crois qu'on va endormir tout le monde là, avec nos exemples. Là. Mais non, tu n'endors pas. Tu es charmant. Vas-y, continue-nous. Parle-nous un petit peu du système lymphatique. Parce que c'est aussi une découverte ici, je pense, non ? Lymphatique, enfin, c'est quand même un peu comme les lymphatiques. Tu peux en dire un mot ? Là, tu me fais aller dans des territoires que je connais mal. Hein. Mais le système nerveux est baigné dans du liquide céphalorachidien. Mais il y a aussi dans le système nerveux des vaisseaux qui arrivent et tout un système dit lymphatique qui accompagne ces vaisseaux. Et on s'est rendu compte avec les années que ce système a des rôles importants. Il y en a deux que je vois comme ça. Le premier, c'est qu'ils sont impliqués dans le voyage des cellules immunitaires qui peuvent aller et venir dans le système nerveux à travers ces vaisseaux lymphatiques. Et donc ça joue un rôle dans des maladies neurodégénératives ou des maladies inflammatoires, comme la sclérose en plaques. Et puis le deuxième rôle, c'est que ça sert à détoxifier le milieu dans lequel baignent les neurones, puisqu'ils sont capables, et en particulier au cours de la nuit, d'assurer la clairance et donc le nettoyage de certaines protéines. Ce système, il est microscopique et très difficile à visualiser, en particulier dans les enveloppes qui entourent le système nerveux. Et grâce à des techniques d'imagerie, au développement de nouvelles séquences, l'équipe de Stéphane Le Hérissi et d'autres, Stéphanie Link, ont pu à la fois identifier et cartographier ce système très mal connu chez l'homme et montrer que dans certaines pathologies, ce système pouvait être diminué de volume ou au contraire agrandi. Et puis, grâce aussi à ce qu'on peut faire en mode expérimental, l'ont analysé avec des IRM encore plus puissantes chez la souris et ont montré qu'il y avait vraiment une homologie de ces systèmes chez l'homme et chez la souris. Ils sont construits selon le même modèle, mais simplement chez la souris, on va pouvoir, à titre expérimental, pouvoir le manipuler et voir les effets qu'il a dans des modèles de pathologie. Donc voilà, c'est un nouveau système qu'on commence un petit peu à connaître et qui joue certainement un rôle dans des maladies. Et maintenant, on a les outils pour le visualiser et donc voir comment il fonctionne. Voilà, mais moi je trouve super intéressant qu'en fait, les outils pour visualiser sont aussi développés avec des chercheurs à l'Institut, notamment dans l'équipe de Nicolas Renier, par exemple, qui a développé tout un pipeline de visualisation en 3D, système vasculaire et lymphatique chez le souris. Donc tout d'un coup, on trouve que même type de pipeline d'analyse, on peut l'utiliser pour les images IRM, chez l'homme, chez le souris, pour faire avancer en fait cette connaissance d'un système lymphatique peu connu avant. Donc encore une fois, on voit comment même un développement technologique qui était vraiment pour une raison très spécifique à une labo peuvent servir à des fins finalement cliniques. Et ça, je trouve vraiment... je ne dis pas que ça arrive que à l'Institut du cerveau, mais il y a peu d'endroits au monde où ce type de synthèse et synergie peut être arrivé si facilement et si vite pour faire une différence dans le sens de découverte fondamentale et très belle
au niveau de la science fondamentale, mais aussi une traduction, translation clinique assez rapide. Et ça, c'est formidable. Le temps passe. Merci à tous les deux. Tu as fait une conclusion merveilleuse. Hein. On ne pouvait pas aller mieux. Écoutez, le temps passe. On vous écouterait pendant plusieurs heures, je suis sûr. Je vous propose d'applaudir Alexis Brice et Bassem Hassan.